Voilà. On a compris. Donc bonsoir à tous, merci d'être là avec nous ce soir. Donc, comme je le disais, ce soir, on a la chance de recevoir Marie, fondatrice de Le Catalyst. Elle va vous expliquer après ce que c'est. Moi, je prends juste les 5 premières minutes et puis après, à la fin, je reviendrai pour les questions. Donc, pour que ce soit fluide et qu'on coupe pas Marie dans son élan, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure quand elles vous viennent dans le chat. Et à la fin, on y répondra. Si on n'a pas le temps de répondre à tout, on les notera. Et puis Marie, après, on pourra revenir Mm. dessus par la suite, peut-être via un post ou voilà, on trouvera un format. Après, Voilà. si tu veux, Mélissa, moi, ça me dérange pas d'être coupé, que ce soit interactif. Ah, Si, tu préfères? Ok. Bah écoute, c'est mais c'est c'est comme tu toi veux. qui lead, hein, donc c'est Bah toi c'est qui me dis juste que les deux. c'est pour pas perdre le fil en général, mais Ouais. après bon, voilà, il y a pas de problème. Euh, voilà. Et quoi d'autre? Moi, je voulais présenter YPB, donc rapidement. C'est une asso de jeunes passionnés par le secteur de la beauté. On est près de 300 aujourd'hui. Le rôle de l'asso, c'est vraiment de créer un réseau de jeunes. Et maintenant, on évolue aussi en termes d'âge. Hein, on n'est pas fermé. Donc voilà, les personnes qui disent oui, oui, on ne veut pas rentrer dans YPV parce qu'on a plus de 35 ans, si. On a le statut Angel, donc ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà, et l'idée, c'est que on crée ce réseau dans un premier lieu. Et ensuite, donc avec un accès à un groupe WhatsApp dont tu fais partie et qui est très riche et très fourni. Et ensuite, on a aussi accès donc à des événements. Donc nous, on a aussi des partenariats avec certains partenaires. On crée nos propres événements en physique ou en digital comme aujourd'hui. On essaie de faire des événements variés donc sur les différentes catégories, parfois en soin make-up pour que ça plaise à tout le monde, mais aussi sur des sujets transverses comme avec toi aujourd'hui sur des sujets scientifiques. On fait découvrir aussi des métiers. On a des apéros RH où il y a des RH qui viennent pour donner des conseils. On a aussi et on a aussi des verres communautés, donc pour les personnes qui appartiennent à la communauté, les adhérents, où là c'est beaucoup plus chill, on boit un verre et on échange, on se soutient aussi parfois quand il y a des personnes qui cherchent du travail, parce que c'est le but aussi de se soutenir, ce réseau. On le sait, hein, toutes les deux, et même tous les gens qui travaillent dans le secteur, que c'est pas un secteur facile et que même je dirais voilà, et on le sait qu'il y a des barrières à l'entrée, il est assez fermé. Donc voilà. Et on est aussi très ouvert. Donc l'idée, c'est de pouvoir, si vous avez envie de faire quelque chose avec une marque ou un nouveau format qu'on n'a pas encore testé, bah, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, donc pour ceux qui veulent adhérer, je vais mettre après les informations dans le chat. Voilà. On a un tarif étudiant, parce qu'on a pensé aux étudiants, et un tarif jeune actif, un tarif angel. Et voilà. Et après, on a aussi des adhérents qui sont présents et des bénévoles là dans le meeting, enfin dans la conférence, donc ils pourront répondre aussi à vos questions. Et maintenant, je vais laisser la parole à Marie parce que c'est elle la star du jour. Thank you. Alors, par contre, je ne peux pas partager l'écran. Et Ah, ça me dit, il faut je que tu dois réactives. probablement. Et là, vas-y. Je suis désolée. Yes. Voilà, il fallait que je te donne l'autorisation. Et je l'ai, c'est good. Hop. Alors, je me mets juste pour pouvoir vous voir en même temps. Et je ne peux pas. Ce n'est pas grave. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être présente avec vous aujourd'hui pour vous parler science, mais bah, vous allez le comprendre avec le Catalyst. Donc, le Catalyst, c'est un cabinet de conseil en valorisation scientifique que j'ai cofondé avec Nathalie en mars 2024. J'ai maintenant 10 ans dans l'industrie de la beauté. Je suis ingénieure en bio, mais j'ai toujours voulu faire du marketing en ayant un bagage scientifique. Parce que pour moi, voilà, le produit cosmétique est un produit de science, mais j'avais besoin du marketing pour pouvoir vendre cette science. C'est pour ça que j'ai créé vraiment ce double cursus-là.
Donc, j'ai beaucoup travaillé chez L'Oréal, j'ai fait de la com scientifique, du market dev et activation, et je suis même passée côté recherche et innovation à l'évaluation. Et j'avais vraiment envie finalement de créer une société qui permettait de faire ce pont entre la science et le marketing, qui pouvait souvent manquer au sein de certaines sociétés, et même potentiellement d'aller encore plus loin dans cette valorisation de la science, puisque notamment aujourd'hui, la science, elle est partout. Maintenant, on voit même des marques qui mettent à disposition leurs études cliniques, ce qui est absolument incroyable, je trouve, continuer à le faire. Euh, Ça répond finalement aux besoins du consommateur qui a émergé en 2023-2024, qui était d'avoir finalement plus de preuves vis-à-vis des allégations que portent les marques pour faire face notamment au science washing. Et donc, on existe notamment pour ça, pour donner cet espace-là aux marques, leur permettre de le faire de la bonne façon. Et avec un travail même encore plus prospectif sur les territoires scientifiques, qui pour moi est une façon extrêmement stratégique de travailler la science dans le bon sens au sein d'une marque. Notamment parce qu'un territoire scientifique, c'est un domaine de recherche et d'innovation qui est ancré dans des avancements scientifiques et technologiques. Une marque peut explorer, mais également faire évoluer, entretenir pour construire de la crédibilité, de la différenciation et du storytelling, parce que c'est vraiment mettre la science au service d'une plateforme de marque, et ce qui permet notamment de créer un pont entre la science et le branding, parce que quand on travaille un territoire scientifique, on n'est pas juste là pour nommer la science, on est là pour créer une expertise en interne et embarquer tout le monde dans cette science. Et donc, ça implique notamment de former les équipes en interne à cette science, que ce soit les équipes marketing, mais aussi les forces de vente. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On a travaillé ça pendant toute l'année dernière. On s'est attelé à l'industrie de la dermocosmétique et on a identifié plus de 20 territoires scientifiques à travers toute la dermocosmétique. Donc, comme le microbiome, le cellular aging. Et on a sorti une énorme étude globale sur tous ces territoires scientifiques. Quels sont ces territoires scientifiques-là? Quel est le business, du consumer insight? Et après, comment les marques, finalement, utilisent ce territoire scientifique, quelle est la stratégie derrière et quel est l'atterrissage de ce territoire scientifique sur le marché, avec quel message aux consommateurs. Et chacun de ces territoires scientifiques vont faire l'objet d'une étude spécifique. Et donc, on en a sorti déjà quelques-unes. Et l'objet du jour, c'est le territoire scientifique de la skin barrière. Donc, aujourd'hui, on va d'abord couvrir c'est quoi finalement la skin barrière, parce qu'on le voit partout, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Vous donner des petites bases scientifiques pour ceux qui n'en ont pas forcément, puisque l'idée aussi, à travers notre collaboration avec YPP, c'est d'avoir des moments où vous puissiez avoir des petites billes supplémentaires autour de cette science, parce que pour la plupart, vous allez potentiellement travailler cette science finalement, que ce soit à travers des messages consommateurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Donc, finalement, de comprendre davantage cette science, ça vous permet d'être plus confiant, de trouver des nouvelles façons aussi d'en parler un peu plus innovantes, mais aussi d'être assez serein quant à ce qu'on rapporte aux consommateurs pour éviter, encore une fois, ce fameux science washing. Ensuite, on va faire un petit tour d'étape des claims qu'on retrouve autour de la skin barrière et comment aujourd'hui on peut le prouver, parce que on oublie parfois que chaque claim, en tout cas souvent chiffré, mais maintenant autour de la skin barrière, il ne suffit pas d'avoir un claim chiffré pour nécessiter un test. Donc, quels sont un peu tout le panel de tests qui est à disposition aujourd'hui pour construire des claims autour de la skin barrière. Ensuite, on va évoluer autour de la skin barrière à travers le prisme du territoire scientifique, en vous donnant notamment 3 exemples de marques, en s'appelant davantage sur la stratégie scientifique. Parce qu'un territoire scientifique, il y a la stratégie scientifique, l'approche marketing et l'approche communication à prendre en compte. Et quelques opportunités à, à prendre en compte et qui peuvent être très intéressantes pour innover autour de ce
grand, très grand territoire scientifique. Donc la skin barrière, bien déjà avant d'en parler, on va zoomer, on va la localiser. La skin barrière, eh bien, elle se situe sur la couche superficielle de la peau. C'est finalement la couche cornée, qui est la couche la plus superficielle au niveau de l'épiderme. Et cette couche cornée, elle est notamment constituée de cellules très spécifiques qui sont les cornéocytes. Donc, ces cellules qui ont une forme très aplatie en surface, c'est l'évolution naturelle des kératinocytes qu'on a plus bas dans l'épiderme. C'est des cellules qui vont perdre leur noyau, qui vont se kératiniser et qui vont s'aplatir et qui, même si elles sont considérées comme mortes parce que n'ont pas de noyau, elles sont absolument indispensables au bon fonctionnement de notre peau et plus spécifiquement de la fonction barrière. Et elle est constituée de trois composants essentiels qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans nos discours marketing, à commencer par les céramides, ces fameux lipides, du cholestérol également. Oui, vous ne rêvez pas, vous voyez bien le cholestérol. Et également des acides gras. Donc, c'est notamment pour ça qu'on voit pas mal d'offres autour des lipides pour parler de skin barrière et pour pouvoir avoir finalement une efficacité sur cette barrière cutanée. Et donc, comme je le disais, cette barrière cutanée, elle a un rôle essentiel à jouer sur notre peau et elle bosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Déjà, c'est celle qui va permettre de conserver l'eau à l'intérieur. Parce que nous, ce qu'on souhaite éviter en cosmétique, c'est cette fameuse perte insensible en eau, ou en anglais transepidermal water loss, qui traduit en fait une fonction barrière qui peut être défaillante. Plus ma perte insensible en eau est élevée, plus ça signifie que mon eau s'échappe de ma peau. Or, cette eau, elle est essentielle au bon fonctionnement. Ensuite, cette fonction barrière, comme le nom l'indique, hein, c'est une barrière. Donc, elle va permettre de garder les irritants dans notre environnement extérieur. On va limiter leur pénétration, donc notamment les allergènes, les surfactants et certains composants chimiques qu'on ne souhaite pas. Et donc, une barrière qui est compromise va davantage laisser ces irritants pénétrer, ce qui peut causer des problématiques cutanées, notamment les rougeurs, etc. Elle a aussi une fonction de régulation. Donc, c'est elle qui va permettre de maintenir ce fameux pH. Bon, là, j'ai mis un pH à 5,5. Sachez qu'en fonction des personnes, ça diffère, notamment en fonction du genre. Donc, c'est assez moyen de mettre une moyenne de pH. Mais sachez qu'il y a un certain pH spécifique à atteindre pour avoir une bonne fonction barrière. Et également, c'est là où notre fameux microbiome est hébergé. Donc, elle va permettre notamment cette régulation de ce microbiome et limiter les agents pathogènes. Et elle va également être une barrière face à notre environnement. Ça va être la première couche à faire face aux UV. Elle va avoir une forme de protection contre les UV. C'est notamment pour ça, parce que j'ai vu un réel passer tout à l'heure autour de l'acide glycolique. Et c'est vrai que d'exfolier sa peau, souvent on vous préconise de mettre d'une protection UV, de faire davantage attention à vous protéger des UV, parce que finalement vous enlevez les premières couches qui ont cette fonction de protection. Donc être très sensible à si j'applique un produit cosmétique qui va forcément avoir pour vocation d'impacter mes premières couches, il faut se protéger des UV. Elle va aussi permettre de se protéger de la pollution, du froid, du vent. C'est également la première ligne de défense avant que le système immunitaire prenne place. Donc, comme j'ai commencé à l'introduire, hein, cette barrière cutanée, elle peut être compromise, notamment par différents facteurs déjà on a commencé à voir, mais pour lequel j'irai un peu plus loin juste après. Et ce qu'on ne voit pas,
Parce qu'il se passe des choses dans cette barrière quand elle est compromise. C'est d'ailleurs ce breakdown de notre ciment lipidique. Donc, c'est pour ça qu'on va souvent aller chercher à enrichir en céramide. Ces cornéocytes, nos fameuses cellules qui forment cette couche cornée, qui vont perdre en cohésion parce que votre fonction de barrière, elle fonctionne si vos cellules sont bien imbriquées, sont bien imbriquées les unes avec les autres, sont bien accrochées, ancrées. Il y a des protéines spécifiques qui permettent cet ancrage. C'est assez physique hein, et mécanique, hein. Vous imaginez deux cellules bien en cohésion. Bon, bah voilà, entre les deux, il y a moins de choses qui peuvent passer. Et on voit bien que on va permettre une belle articulation de cette couche, finalement, une belle architecture, c'est ça le terme. Et donc, quand nos cornéocytes, ils peuvent perdre cette cohésion-là, et ça peut notamment impacter notre fameuse perte insensible en eau. Et cette perte insensible en eau, elle peut augmenter, ce qu'on ne souhaite absolument pas. Les fameux irritants et certains microbes pathogènes, etc., peuvent passer et on va avoir cette micro-inflammation qui va se construire. Et ce que nous pouvons voir et ce que le consommateur va pouvoir, ça va être tout ce qui est tightness, redness, quand ça nous gratte, quand ça nous irrite, c'est sec. Et également, au-delà d'aller sur des problématiques qui sont plus presque pathologiques, on va aussi avoir un aspect plus cosmétique, c'est qu'on va avoir une perte d'homogénéité du teint et même un manque de brillance. Donc, ce qui endommage notre barrière, et ce tous les jours, eh bien, on va avoir l'environnement, donc les UV, la pollution, le fait aussi de trop se laver, on en a souvent entendu parler, mais même finalement, une application de produits cosmétiques quotidienne peut impacter notre barrière parce qu'elle va impacter potentiellement notre microbiome si on n'a pas vérifié qu'elle était microbiome friendly, notre crème. Aussi en fonction de notre lifestyle, évidemment, donc le stress a un impact, le manque de sommeil, évidemment, notre alimentation. Il y a aussi le facteur hormonal, le cycle de vie. Plus on vieillit, plus on va avoir une perte de lipides. On va avoir des moments de notre vie qui vont générer des cycles hormonaux comme le fait d'être enceinte, d'être en ménopause, d'être dans des cycles menstruels. Des choses un peu plus... vous n'allez pas faire ça tous les jours, hein, des procédures esthétiques. Donc ça va avoir un impact sur le moment. Donc, tout ce qui est laser, peeling, qui sont très en vogue. On parlait beaucoup de rétinoïdes, d'acides avant. Maintenant, on parle encore plus on parle de plus en plus de procédures, d'où le fait qu'on ait besoin aujourd'hui de post-procédure care. Et on va aussi avoir des conditions chroniques type tout ce qui est dermatite atopique, le pso, la rosacée et l'eczéma. Petite aparté très, très, très importante autour de la notion de microbiome, parce qu'aujourd'hui, il est très compliqué de séparer les deux finalement. Euh, la barrière cutanée, même la peau globale, elle est maintenant vue comme un écosystème. C'est plus juste une couche qui fait l'interface entre l'environnement extérieur et notre organisme. C'est vraiment un écosystème complet et la barrière cutanée et le microbiome sont deux éléments totalement inséparables. Ils sont indispensables l'un à l'autre. De facto, il est indispensable de parler de ce microbiome euh, parce que, bon, voilà, un microbiome qui est dit en eubiose, dans un état d'équilibre où toutes nos populations de bactéries vivent en harmonie, eh bien, ça va contribuer à une barrière cutanée dite saine. Alors que si mon microbiome est dit en dysbiose, donc c'est soit certaines populations ont pris l'avantage sur d'autres, même des nouvelles populations ont été introduites, eh bien, ça peut fragiliser cette barrière cutanée. Et d'ailleurs, un point assez intéressant, entre 2020 et 2025, il y a à peu près 3000 publications scientifiques qui ont travaillé, exploré sur la relation entre le microbiome et la barrière cutanée. Et qui confirment notamment le lien entre certaines dermatites et cette fameuse dysbiose. Donc, ça montre à quel point cet écosystème est extrêmement documenté, travaillé, pris en compte, donc à ne vraiment pas dissocier.
On peut peut-être, avant de passer à la partie suivante, si certaines personnes ont des questions, peut-être c'est le moment avant de passer à l'autre partie. On va parler des claims et des tests. Je sais pas, même si toi, Mélissa, tu as une petite Oui, question. ben non, moi c'était juste, j'ai écrit un commentaire. Ah, je vois pas les commentaires, Oui, pardon. oui, non, mais je te le dis, je disais, c'est compliqué de pas trop se laver en ce moment, quoi. Par exemple. Oui, oui. Après, tu vois, il y en a qui préconiseraient potentiellement de laver, déjà de laver avec juste de l'eau, pas forcément, voilà, de se passer un petit coup. Après, sur des zones type les aisselles, la vulve, les pieds. Voilà, parce que Donc voilà, tu voilà. vois, quand on habite à Paris, on regrette de prendre les transports quand même. Ça, c'est Oui, certains jours. bah ouais, ouais, ouais. Donc, Non, compliqué. Ou alors de favoriser des produits qui vont pas irriter ta barrière cutanée, qui sont là pour oui, travailler oui. avec elle. Ok, attends, je vois qu'il y a un commentaire. Pourquoi depuis 2020 pourquoi depuis 2020 les études, car cette barrière est connue depuis longtemps? Alors oui, là c'est juste pour vous montrer, c'est qu'on a juste regardé, regardé entre 2020 et 2025, c'est juste pour avoir un rationnel. Mais avant, oui, c'était étudié avant. Je dis pas que avant 2020, c'était pas étudié. C'est juste pour vous donner une ordre de grandeur sur l'ampleur des travaux qui sont Ouais. menés. En même pas en 5 ans, il y a eu plus de 3000 publications. Donc, ce qui pourrait être intéressant, mais je crois qu'on l'a dans l'étude globale, c'est de suivre en fait l'évolution du nombre de publications. Ça, vous pouvez facilement le faire si vous savez mettre les bons mots-clés sur PubMed notamment. Ça, c'est un bon moyen quand vous travaillez des concepts marketing et que vous voulez certains insights scientifiques, d'aller sur PubMed et de mettre vos mots-clés et de voir l'évolution des publications scientifiques pour voir à quel point voilà, il commence à y avoir un momentum scientifique. C'est quelque chose d'assez chouette que moi je fais de temps en temps. Quand je cherche des signaux faibles ou même de rassurer un COMEX Mhm. quant à une prise de position. Et aussi, on a vu qu'il y avait un peu pareil, un boom enfin, de cette prise de parole sur le microbiome. Notamment, voilà, toi, tu as une marque aussi dont tu parles beaucoup, qu'on connaît tous sur le microbiome Galinet. Mais Oui. est-ce que tu penses que c'est une tendance? Comme voilà, en cosmétique, on sait qu'on a des tendances. Ou alors, est-ce que on est sur vraiment, selon toi, quelque chose de fond? C'est totalement un truc de fond. C'est même c'est une fondation pour moi qui nous a permis de comprendre vraiment ce qu'était la peau et ce dont elle a besoin. En fait, on pourra plus jamais ne pas parler de microbiome ou de skin barrier. Enfin, là, tu me parlais spécifiquement du microbiome. Pour moi, en Oui. fait, c'est devenu une constante. Comme aujourd'hui, on ne pourrait pas ne pas parler de collagène, en fait. C'est Donc, devenu en fait, maintenant, c'est un peu un prérequis. C'est, voilà, exactement. Et d'accord. d'ailleurs, par rapport à ça, en fait, ce qui est intéressant pour niveler le discours autour du microbiome, il y a les produits qui vont être microbiome respect. Donc Mhm. attention, là, ça veut dire je n'agis pas sur le microbiome. Mais que je le respecte. Je le respecte, donc ça veut dire que je ne vais pas impacter potentiellement le biose que ma skin barrière a déjà. Ok. Donc ça, c'est très important, mais en fait, ça ne va pas réparer une barrière cutanée ou un microbiome est en dysbiose. Où là, on va vouloir ajouter potentiellement des prébiotiques, des postbiotiques. Et ça peut être assez confusant, je trouve, aujourd'hui, dans cette manière dont le microbiome est fait. Faut pas aller chercher à avoir un produit qui va chercher à changer son microbiome parce qu'on pense que quoi qu'il arrive, en fait, je peux que amener mon microbiome à aller mieux, genre en intégrant des prébiotiques, des postbiotiques. Mais en fait, c'est pour ça que le diagnostic paraît assez inévitable quand on cherche une solution sur le microbiome ou quoi. C'est, enfin, ne cherchez pas à changer votre microbiome s'il est déjà bon. Donc, Mm. autant rester sur du microbiome respect, mais pas forcément aller enrichir après, enfin, d'aller travailler ce microbiome s'il n'y a pas de souci. Donc, voilà, juste niveler le discours par rapport à ça. Ok. Mais du coup, ouais, pour toi, c'est un prérequis aujourd'hui. Et en Ah, fait, il n'y aura pas totalement. de retour en arrière possible, entre Non. guillemets. Et Non, et c'est tellement restructurant que bah voilà, maintenant on sait qu'on a un microbiome buccal, on a un microbiome vaginal, et donc on voit des offres maintenant comme The Smileyst avec le microbiome ouais, buccal, ouais. qui Et est ça cartonne, hein, d'ailleurs. incroyable. Donc, bien sûr, mais c'est fondamental. Après,
Maintenant, c'est comment, en fait, il y a plein de choses qui vont arriver. C'est comment tu lis ton microbiome. Enfin, tu vas avoir des ponts qui vont se faire avec différents territoires et différentes tendances. Le microbiome et la neuroscience, ce genre de choses, qui vont être très chouettes. Oui, on en a parlé rapidement la dernière fois quand c'est vu. Ouais. On a une autre question. La fragilisation de la barrière cutanée avec l'âge est-elle Mm. aussi en lien avec la diminution de l'épaisseur de l'épiderme? Il y a la diminution de l'épiderme. Il y a aussi que notre microbiome change avec l'âge. Hmm. Comme beaucoup Il de y choses, a... malheureusement. Pardon? Comme beaucoup de choses, malheureusement, qui changent Ouais. avec nous. Et je crois qu'en plus, j'espère ne pas me tromper, mais je crois que c'est davantage les femmes qui ont un Oui. microbiome qui va changer. Comme toujours, j'ai Euh, envie de dire. ouais. Et il y a la perte de constituants également. En fait, enfin, oui, l'épiderme, il est fragilisé parce qu'il va être moins épais, mais en fait, c'est pour ça qu'on parle d'écosystème. On peut pas, et c'est aussi, je trouve, que ce que la longévité amène, si elle est bien travaillée, c'est ne pas regarder un marqueur à la fois. C'est vraiment regarder tout La l'écosystème de la peau. globalité. C'est le microbiome, un épiderme plus fin, ce genre de choses. Comment mon épiderme est constitué, etc. Ok. Bah, écoute, je pense que tu peux continuer. On Perfect. a fait Je le tour des questions. continue. Donc maintenant, l'idée, c'est aussi de vous inspirer, de comprendre aujourd'hui comment la skin barrière, ce territoire scientifique, il est présenté par les marques et vous montrer tout le potentiel de ce territoire pour voir vous, où est-ce que vous pouvez, si vous avez une marque, vous situer, là où vous serez plus fort, où ce serait plus pertinent par rapport à votre positionnement, parce qu'il y a plein de façons de travailler la skin barrière et peut-être aussi trop de façons de pouvoir s'éparpiller et d'avoir des messages qui peuvent paraître un peu, comment dire, avec un manque de profondeur. Il y a pour moi trois grandes narratives que les marques aujourd'hui utilisent. Il y a cette narrative qui est très en vogue autour du repair. Donc, c'est vraiment réparer ce qui a été endommagé. Et c'est là où on peut mettre le post-procédure. Donc, à l'intérieur, on va avoir notamment des produits type SOS, Sika, Recovery, Rescue Repair. C'est notamment l'exemple de CeraVe. On va avoir, et ce qui est intéressant d'ailleurs, hein, parce que là, on écrit Repair. Moi, il y a quoi, il y a 8 ans, quand je travaillais chez L'Oréal et que j'étais à l'évaluation de la communication, dès qu'une marque mettait le mot Repair, c'était risque rouge, on ne répare pas en Et il y a cosmétique. encore des marques où c'est risque rouge, hein, sans citer. Oui, Mais mais réparer la fonction barrière, c'est vraiment quelque chose qu'on peut travailler. Ça pose encore des petits soucis, mais c'est pour moi la première fois où ça peut faire sens de parler de réparation. De toute façon, c'est fait. J'ai pas vu de challenge aujourd'hui autour de la réparation de la barrière cutanée, à condition d'avoir les preuves derrière, hein, parce que la réparation, je vous le dirai après, il faut quand même un peu de preuves derrière pour pouvoir le soutenir. Après, on va avoir toute la narrative autour du reinforce, donc faire que cette barrière cutanée soit plus résiliente, lui permettre d'être plus résiliente face à toutes les agressions qu'elle peut subir. Donc, on a tous ces termes autour du renforcement, résilience, défendre, etc. Et après, il y a cet aspect de protection pour permettre vraiment cette barrière, permettre de faire son job de protection et même la protéger, elle, contre l'extérieur, donc l'antipollution, la photoprotection, etc. Donc vraiment, il y a trois narratives assez distinctes avec des niveaux différents qui sont très intéressants si on, si on creuse. Le vocabulaire qu'on va souvent voir, donc tout le vocabulaire évidemment autour des céramides, qui est assez facile en fait hein, à faire. C'est vous avez des céramides dans votre barrière cutanée. Quand elle est fragilisée, il peut y avoir cette perte en lipides. Bah, on vient réalimenter finalement. Après, toute la discussion se porte autour de oui, mais est-ce que si je la réalimente en céramide, est-ce qu'elle va conserver ses céramides? Est-ce que c'est pas plus intelligent de la pousser à reproduire sa propre céramide? Voilà, il y a des choses assez chouettes à faire autour des céramides, mais plus de lipides au global, notamment sur les acides gras. On va avoir aussi
pas mal de prises de parole sur la perte insensible en eau. Aujourd'hui, j'ai eu un point avec une cliente qui m'a dit, ah, mais le consommateur sait pas ce que c'est une perte insensible en eau, on n'en parle pas. Mais je l'ai vu quand même quelques fois. Et c'est finalement enfin, un des claims les plus faciles à avoir, cette perte insensible en eau. Donc, encore une fois, hein, c'est plus ma perte insensible en eau est basse, plus j'ai une barrière cutanée qui est capable de faire le taf. C'est claim microbiome friendly, microbiome respect, donc ça, on en a déjà parlé. Tous les produits autour du SICA, qui était à l'origine très pharma, mais maintenant qui va vraiment venir rappeler cet aspect de repair, sourcing, et qui va couvrir un spectre d'actifs assez large. On va avoir notamment tout ce qui est Centella asiatica. Également, tout ce discours autour du biomimétisme. Donc, c'est l'idée qu'on va mimer. Il y a plein de façons de traduire le biomimétisme, hein. C'est apporter des constituants de la peau, voilà, qu'elle connaît, les céramides, mimer la structure de la peau dans la façon dont on crée notre produit cosmétique. On a notamment tout ce qui est des formules en lamelles. Il y a plein de façons de travailler le biomimétisme. Et tout ce qui est barrière supportive, barrière repair, barrière supportive, c'est un peu plus OK d'un point de vue règle, c'est plus safe. Mais voilà, ça va impliquer qu'on est là pour faire qu'elle fasse son taf, qu'elle soit plus résiliente, qu'elle puisse faire face davantage à son environnement extérieur. Maintenant, comment on prouve tout ça? Bon, pour tout ce qui est fonction barrière, ce qui est le plus facile à aller chercher, c'est cette fameuse PIE, sachant que on l'a vu, je le rappelle, euh, la, comment dire, cette fonction barrière à travers donc cette perte insensible en eau, c'est une des fonctions de la barrière. Donc là, on évalue la fonction barrière à travers un paramètre, ce qui est déjà bien, mais voilà, on pourrait peut-être aller un peu plus loin. Après, on peut aller aussi sur tout ce qui est claim d'hydratation avec tout ce qui est cornéomètre, etc. Donc, on va aller évaluer la teneur en eau de la peau. Si on veut aller sur du skin barrier repair, il faudrait faire idéalement une cornéo et une PIE. C'est globalement ce qu'un expert réglementaire me recommande, moi, quand je veux claimer du barrière repair, restaure la fonction barrière. Et si on peut complémenter d'une petite étude préclinique où on va aller chercher un marqueur biologique, c'est assez chouette. Notamment ces fameuses protéines d'ancrage dont je parlais précédemment, qui font que mes cornéocytes, ils sont bien ancrés et ils sont en bonne cohésion. Ça favorise à créer finalement un dossier de soutien pour soutenir un claim repair. Plus on va aller chercher des, des évaluations différentes, des marqueurs différents, plus finalement on crée ce dossier de soutien, on le renforce. Après, on peut aller chercher la structure de notre peau, la teneur en lipides, avec notamment du tape stripping, et aller regarder ce qui constitue notre peau. Je l'ai rarement vu fait, moi. Mais c'est notamment là, on va pouvoir choper des claims type Replenishes Ceramides, Restore Lipid Matrix. Après, il y a tous les claims autour de la sensibilité et du confort, parce que vous le verrez après, hein, mais la barrière cutanée, notamment majoritairement arrivée parce que on devient une population qui se dit avoir la peau de plus en plus sensible. Et donc là, on va être sur tout ce qui est rougeur, irritation. Donc ça, on peut aller regarder la rougeur, notamment les teneurs en hémoglobine, avec un chromamètre pour faire de l'évaluation colorimétrique. Euh, et après, on peut faire du stinging test. Donc, c'est une évaluation de la réaction de la peau à l'acide lactique, hein. Donc, c'est en fait, on va voir à quel point la peau réagit face à un stresseur, à un irritant. Et majoritairement, cette sensibilité, elle est évaluée en panel conso. Donc, c'est le consommateur qui va évaluer sa sensibilité. Maintenant, il y a des façons un peu plus fines d'aller regarder la sensibilité de la peau. Euh, mais c'est vrai que ça pouvait paraître assez subjectif, la sensibilité. Mais c'est Simrise, notamment, qui a développé un index
pour permettre une meilleure évaluation de la sensibilité de la peau si vous voulez regarder. D'ailleurs, globalement, c'est un message que je passe souvent et que je repasserai en fin de presse. Je ne sais pas s'il y a certaines personnes ici qui sont présentes qui travaillent pour des fournisseurs d'actifs, mais les fournisseurs d'actifs sont vraiment un puits de science. Il faut vraiment regarder ce qu'ils font. Ils sont souvent très en avance d'un point de vue scientifique et souvent quand on n'a pas forcément les moyens de faire des précliniques, etc., de regarder les tests, les claims euh, qui sont démontrés par les fournisseurs d'actifs, ce sont déjà des très bons indicateurs de performance et même de narrative. Et je trouve que les fournisseurs d'actifs font de plus en plus attention à proposer des narratives marketing qui vous permettent de vous embarquer, d'avoir de la vision sur comment un actif peut servir à votre discours. Et après, on a tout ce qui est les mécanismes biologiques, les marqueurs moléculaires, cellulaires. Donc, c'est là où on va faire plutôt de la préclinique avec du in vitro, de l'ex vivo. On va faire de la transcriptomique, de la protéomique, aller étudier ces fameuses protéines. Et là, on peut avoir des claims stimule X protéines qui est indispensable à la barrière cutanée et ça permet également de soutenir ce fameux skin barrier repair. Maintenant, une petite grille de lecture, à la fois quand on est conso, mais aussi quand on cherche à faire ses claims et ses disclaimers notamment. Parce qu'avant un disclaimer, je trouve qu'on trouvait que c'était quelque chose qui pouvait un peu nous desservir. Parce que souvent, un disclaimer en marketing, c'est vu comme quelque chose pour signifier que on n'a pas forcément, enfin, le panel sur lequel on donne notre claim est restreint. Je ne saurais pas vous donner des exemples, mais avant, on cherchait à regarder les petites lignes pour voir à quel point on se faisait entuber. Maintenant, pour moi, le disclaimer, ça peut être même une force et une nouvelle prise de parole pour montrer à quel point vous avez bien bossé sur vos tests. Et du coup, ce serait dommage de pas de trop restreindre son disclaimer. Après, il y a ce qui est réglementairement demandé, mais il faut pas hésiter à y aller. Euh, donc, en termes de grille de lecture, comme checklist, c'est quelque chose que je propose là maintenant, mais voilà, on peut, on en fait ce qu'on veut et puis on peut aussi la challenger. Est-ce que le mécanisme, il est nommé? Donc, OK, je restaure la barrière, mais ça reste assez vague. Et qu'est-ce qu'on en comprend? Donc, est-ce qu'on est-ce qu'on va diminuer la perte insensible en eau? Est-ce qu'on va permettre d'avoir davantage de céramique dans la peau, etc. Donc, de spécifier davantage à quel point et sur quoi on agit quand on dit qu'on va restaurer la barrière. Est-ce que la méthode, elle est spécifiée, notamment les fameux clinically tested, qui aujourd'hui, je trouve, sont assez devenus, enfin, tout le monde le dit, clinically tested. Maintenant, clinically tested, comment? Comment tu le testes? Tu as fait quoi? C'est quoi le protocole d'étude que tu as mis en place? Également, est-ce que l'échantillon, il fait sens? Est-ce qu'il a du sens? Parce que je pense qu'on oublie aussi, parce qu'on voit pas mal de claims, mais comment dire, on ne voit pas forcément comment il a été fait. Typiquement, je pense que je vais apprendre ça à plusieurs personnes, mais quand on teste un produit en études cliniques sur des volontaires, c'est soit on dit à la personne, au volontaire, bah voilà, aujourd'hui on est jour zéro, je vais évaluer ta peau en jour zéro, et pendant 28 jours, tu vas mettre cette crème sur tout ton visage et je vais reprendre des mesures à 28 jours et je vais voir ce qui s'est passé. Mais en fait, ce qu'on va voir, c'est une évolution de notre état de peau versus un jour zéro. Mais on ne peut pas le voir contre un témoin. Ce qui est hyper intéressant, c'est de le faire en hémi-visage. Donc, c'est-à-dire que j'applique mon produit cosmétique uniquement sur un côté du visage et de voir que c'est mon côté du visage où j'ai appliqué le cosmétique qui a une nette amélioration. Donc, d'avoir une comparaison, je l'ai mis ici, c'est sympa versus un placebo, versus une zone non traitée, après un stress notamment, parce que quand j'induis un stress à ma peau, elle va naturellement se réparer. Mais si j'ai en émi-visage, je peux voir que sur la partie de ma peau qui a le produit cosmétique, j'ai réparé plus vite ou j'ai une plus grande cosméticité, je vais
je sais pas, diminuer davantage les rides, ça reste toujours beaucoup plus intéressant, mais ça coûte plus cher parce qu'on double les mesures du coup. Donc ça s'entend aussi que certaines marques le font pas. Ça double, enfin ouais, ça fait vraiment que c'est plus cher. Est-ce que l'effet est quantifiable? Bon, j'améliore la barrière cutanée, très bien. C'est déjà chouette, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen aussi de quantifier tout ça? Donc, potentiellement mettre son résultat de PIE. Après, souvent, les résultats de PIE, ils peuvent être assez déceptifs en termes de chiffres. Euh, et on s'habitue beaucoup aux chiffres type 90%, etc. Sauf que bon, c'est de l'évaluation, c'est de l'auto-évaluation, c'est pas plus 90%. Et en fait, on est tellement habitué à des gros chiffres qu'on a peur de mettre des petits chiffres. Ce qui est dommage, mais très compréhensible. Et après, bah, il y a tout ce qui est, est-ce que ça rentre dans le cadre cosmétique, parce que ça, je le vois de plus en plus. En fait, avec la tendance à la médicalisation, notamment la skin barrière, c'est facilement faisable et on le verra pourquoi, hein, parce que les peaux les plus fragilisées, où on a une barrière compromise, on va aller sur potentiellement des pathologies cutanées. Et on peut avoir des discours où on dit que bah, on améliore l'eczéma. Et ben ça, c'est hors champ cosmétique. En cosmétique, on travaille sur des sujets sains. On ne travaille pas sur des sujets malades et l'eczéma est une pathologie. Donc, par contre, on peut parler de peau à tendance eczémateuse, tout comme l'acné, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais l'acné, c'est considéré comme une pathologie. On n'a pas le droit, si on est cosmétique, de parler d'acné, mais on va parler de acné prone skin. Voilà, donc de bien rester dans son cadre réglementaire. Voilà. Est-ce que certaines personnes ont des questions? Parce qu'après, on va passer au territoire scientifique et je vois que je n'ai plus que 15 minutes. Moi, j'avais juste une petite question sur le fait que tu disais qu'aujourd'hui, on a une augmentation. Enfin, moi, je sais plus le chiffre. Je crois que c'est 60%, tu disais, de la population qui dit avoir la peau Je l'ai sensible. après, ouais. Ah oui, je l'ai. Ouais. C'est bon, j'ai vu la presse avant. Mais oui, enfin, il y a une explication? Est-ce que tu penses que c'est par rapport à l'évolution de nos modes de vie? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ont plus la peau sensible qu'avant? Oui, il y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a le changement climatique, il y a le fait que potentiellement on a des populations qui vont vivre dans des environnements pollués, le stress a un impact. Après, il y a aussi peut-être qu'on a plus conscience et on verbalise davantage le fait qu'on se sente mal. Maintenant, la cosmétique a aussi libéré certaines paroles concernant certaines conditions. Donc, avant, peut-être que quelqu'un se serait dit, bah, je sais pas ce que c'est une peau sensible. Et une fois que tu as nommé ce qu'est une peau sensible, bah, quelqu'un se voit davantage là-dedans. Donc, ça peut. Identifie. Il y a plusieurs facteurs, je pense, au fait que la peau sensible augmente et tout est à prendre en compte. Et il y a des choses, je saurais pas te dire qu'est-ce qui prévaut Ouais. plus que les autres. Mais Capucine nous dit peut-être l'eau. En effet, il y a l'eau est assez ouais, bah oui, oui, oui. calcaire et Mm. voilà. Il y a plein de facteurs. Ouais, Ok. tout à fait. Qui fait qu'on va avoir une peau plus sensible. Et puis en plus, selon la période qu'on traverse, selon la saison, on va avoir une augmentation, une diminution de cette sensibilité. Donc, c'est à un instant T, je peux avoir la peau sensible, et à un autre moment, je vais avoir une peau moins sensible. Donc, à voir si c'est une sensibilité chronique ou non. Il y a aussi ça. Parce qu'il y a des gens qui vont dire j'ai la peau sensible parce que quand je vais m'appliquer tel produit, bah, j'ai une réaction. Il y a des gens, ils ont une peau sensible parce qu'ils peuvent rien se mettre. C'est pas quelque chose qui va évoluer dans le temps, c'est constant. Ok, Voilà. merci. Ah, est-ce qu'il faut stripper la peau pour évaluer l'effet réparateur? Bah, pas forcément. En fait, le stripping, bon, moi, le stripping, je le fais davantage sur des explants de peau, mais c'est le mieux à faire un stripping. Après, le stripping, il peut être assez controversé d'un point de vue éthique parce qu'en Tu peux fait, expliquer pour ceux qui connaissent pas, du coup, juste. ouais, bah, c'est en fait, on va mettre un strip sur notre peau et en fait, on va arracher le strip plusieurs Mm. fois pour fragiliser la peau, en fait. Et du coup, on va induire quelque chose de pas très agréable à un volontaire vivant. Euh, voilà. Et alors que si je le fais sur un explant de peau, bon bah l'explant il n'est pas sur un organisme, donc voilà. Mais c'est le mieux de faire un stripping. C'est très bien. Ok. Il y avait une autre question aussi. Stimule X protéines, exemple le collagène, peut-on le soutenir, sachant que la définition d'un cosmétique nous limite à l'épiderme? Oui, bah maintenant, en fait, c'est ça le truc, c'est que on avance plus vite que la réglementation. Aujourd'hui, tout le monde parle de plus X% de collagène, alors que Mm. bah, majoritairement,
ça fait partie du derme. Mm. Donc, c'est comme la longévité, là, il y a plein de claims qui se disent, etc. Bon, bah, on se demande quand est-ce que la réglementation va nous taper sur les doigts. Mais à date, même moi, je dis aux clients, en fait, il y a aussi ça, c'est que maintenant, les CRO, donc les partenaires qui nous permettent de faire des tests cliniques, et notamment sur des explants, etc., sur du in vitro, vont nous permettre de récolter ce type de claim. Parce que c'est indéniable, enfin, oui, on a des actions sur le derme. Bah, en fait, on a envie d'en parler. Pourquoi, dans ce cas-là, les partenaires peuvent aussi enfin, peuvent évaluer ça. Donc, après, ça peut nous aider à comprendre la performance du produit parce qu'avant, on faisait de la préclinique, on allait regarder ce qui se passait. Est-ce que j'augmente mon collagène? Donc, ça veut dire potentiellement que je vais avoir une vraie efficacité visible, quelque chose ouais, de tangible. Euh, et du coup, qui me permet de claimer du moins X% de ride plus tard parce que j'aurais décidé de partir sur cette formule parce que je sais qu'elle augmente mon collagène. Mais maintenant, on se permet d'en parler. Ok. Parce que, ouais, de vastes sujets. Allez, let's go avec les exemples. Ouais, bah, je vais vous passer ça, mais pour nous, bon, c'est exactement ce qu'on se disait, donc je vais le passer. Pour nous, c'est pas une tendance, hein, c'est un vrai sujet scientifique. Il y a énormément de choses à faire. Enfin, c'est clé. La skin barrière, c'est une fondation, donc ça, on se l'est dit, il n'y a pas de souci. C'est un territoire en pleine expansion. Entre 2024 et 2023, il y a eu plus de 18% de produits skincare en Europe qui ont mentionné la skin barrière. En 2024, on évaluait le marché de la skin barrière enfin même de la skin barrière repair à 870 millions et la market value projetée en 2033 serait 1,36 milliard. Mais ce qui nous intéresse aussi davantage, c'est tout ce qui est consumer insight. En fait, l'un des principaux enseignements qui structure aujourd'hui ce marché, c'est la montée des peaux sensibles, comme on disait. Depuis 2010, le nombre de personnes s'identifiant comme ayant une peau sensible a augmenté de 60%. Mais, vous l'aurez compris, réduire la conversation autour de la barrière cutanée à la seule sensibilité serait très, très limitant parce qu'on va bien au-delà de la sensibilité. Donc, par exemple, il y a un sentiment très négatif qui est lié aux allergies qui a augmenté de 300%. Donc, les consos, ils sont de plus en plus réactifs, prudents et attentifs à la manière dont les produits vont interagir avec leur peau. Et si on regarde les tendances de recherche d'ingrédients, les ingrédients qui vont soutenir la barrière cutanée, comme les céramides, les agents hydratants, ils performent clairement mieux. Et ça se traduit directement dans la performance produit. Les produits qui axent sur le soutien de la barrière cutanée, ils obtiennent des scores de satisfaction 18% plus élevés que les produits uniquement centrés, par exemple, sur la réduction de rides. Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc, on ne parle pas seulement de promesse marketing, mais d'une préférence consommateur mesurable. Et la barrière cutanée, c'est devenu un vrai levier de décision. Donc, par exemple, 84% des consos allemands considèrent que le renforcement de la barrière cutanée est un critère important lors de l'achat de dermocosmétiques. Donc, encore une fois, c'est plus une tendance, hein. Et c'est même plus un concept technique, finalement, aujourd'hui. Même si je pense qu'on est très light dans nos discours et on n'a encore pas tout compris. Mais le conso est prêt à entendre beaucoup de choses concernant la barrière cutanée et a compris déjà pas mal de choses. Donc, nous, quand on a travaillé cette étude sur le territoire scientifique, donc on a étudié, je ne sais plus combien de marques on a étudié, énormément. Et on a voulu cartographier ces marques, mais aussi le territoire en lui-même. Et notamment, on a voulu identifier les points d'entrée scientifiques qui permettent de se distinguer sur la skin barrière. Il ne suffit pas de dire, moi, je suis sur la skin barrière. Non, c'est quoi ton point d'entrée scientifique? Nous, il y a notamment trois grandes catégories stratégiques qu'on a identifiées. Ce sont les stress environnementaux et les facteurs d'irritation, les pathologies liées à une barrière cutanée altérée et tout ce qui est biologie de la barrière et actif. Et cette structuration va nous permettre de comprendre comment les marques elles choisissent d'entrer sur ce territoire dans un objectif de différenciation. Parce qu'investir le sujet de la barrière cutanée ne correspond pas à une seule stratégie, c'est vraiment un choix stratégique à faire. Ça va notamment induire les études qu'on veut faire, notre narrative, quels produits on veut mettre au portefeuille. Et parmi ces 23 points d'entrée, on a sélectionné trois axes à fort potentiel qui illustrent ces trois modèles différents d'occupation du territoire.
La photoprotection comme science préventive de la barrière, la réparation de la barrière comme plateforme dermatologique chronique et la reconstitution lipidique et l'autorité minimaliste autour de la barrière. Et pour chacun de ces axes, on va décrypter comment une marque leader l'incarne à travers notamment la science davantage, le marketing et la com, parce que nous, dans notre étude, à chaque fois, on débunkait une marque, donc on débunkait sa strate autour du territoire scientifique à travers trois approches, son approche scientifique, son approche marketing et son approche communication. Je vais essayer de faire vite parce qu'en fait, il nous reste que 8 minutes. Pour tout ce qui est photoprotection comme science préventive de la barrière, euh, parce qu'en fait, aujourd'hui, les agressions externes elles sont souvent parmi les premiers éléments qui vont fragiliser la barrière cutanée jour après jour. Et dans cette catégorie, l'exposition aux UV est un exemple hyper parlant parce que les UV ne sont pas seulement responsables du vieillissement cutané ou des taches pigmentaires, ils ont aussi un impact direct sur la barrière cutanée. Ils peuvent perturber l'organisation des lipides, augmenter la perte insensible en eau, cette fameuse, déclencher de l'inflammation, attention interdit en cosmétique, et à long terme, accélérer le vieillissement de cette barrière et notamment on en parlait, la réduction un amincissement de l'épaisseur de l'épiderme. Donc, lorsqu'une marque aborde la barrière cutanée à travers la photoprotection, il s'agit plus seulement de se protéger du soleil, mais de protéger la barrière avant qu'elle ne s'affaiblisse. Et c'est là tout le changement stratégique. Donc, la protection solaire, elle devient une préservation de la barrière cutanée. Je trouve qu'elle fait hyper sens parce qu'aujourd'hui, on a tous ces discours autour. Enfin, on a une skinification du solaire, d'une skincarification, pardon, du solaire, où on va aller à base de niacinamide, etc., d'anti-rides, mais d'avoir également une action sur cette barrière cutanée, ça fait extrêmement sens. Donc, c'est un point d'entrée particulièrement fort parce qu'il s'intègre naturellement dans une routine quotidienne quand on s'expose aux UV. Il bénéficie aussi d'une forte crédibilité dermatologique et on va reposer sur un discours clinique solide parce que ses effets, notamment sur les marqueurs liés à la barrière, peuvent être mesurés. Et c'est cette stratégie d'entrée dont se sert EltaMD, parce que oui, EltaMD appartient clairement au territoire de la barrière cutanée, même si à première vue, eh ben, la marque ne fait que des protections solaires. En fait, LTAMD, le SPF, il n'est pas uniquement pensé comme protection anti-UV, mais comme une première ligne de préservation de la barrière cutanée. C'est vraiment SPF made for skin, not just for the sun. Ce qui distingue particulièrement la marque, c'est que l'ensemble de sa gamme solaire, elle va associer systématiquement une protection minérale, souvent à base d'oxyde de zinc, à un complexe signature, qui est l'AA complexe ou l'AAC complexe, AI complexe, présent dans toute la ligne. Et cette nuance, elle est importante parce que ce complexe, il n'a pas été conçu pour renforcer la protection UV, ce qui pourrait être faisable, mais ce n'est pas une nouvelle innovation filtre, comme celle que de nombreuses marques solaires brevettent aujourd'hui. En fait, elle a vraiment développé un complexe qui est directement pensé pour la barrière cutanée, notamment réduire l'irritation, restaurer l'intégrité de la barrière et accélérer la récupération après, notamment des procédures dermatologiques, ce qui fait extrêmement sens parce qu'après une procédure esthétique, on préconise dans les 2 semaines qui suivent la procédure esthétique de vraiment appliquer de la protection solaire. Donc, si j'ai une protection solaire qui intègre cette récupération de la barrière cutanée, c'est banco. Donc voilà, leur positionnement scientifiquement, il est assez clair, c'est protéger, prévenir, réparer. Et donc la barrière cutanée, elle vient une extension naturelle de leur expertise solaire. Et c'est ce qui rend leur ancrage scientifique sur ce territoire à la fois fort et très différenciant. Je vous passe rapidement en termes de com marketing. Je pense que même certains d'entre vous sont encore plus calés que moi, mais voilà, ils ont vraiment développé toute une gamme, notamment Skin Recovery. On n'est plus uniquement sur de la protection solaire, même autour, dans leur portefeuille de marque. On a de la protection solaire qui intègre une notion barrière, mais on a aussi le développement de produits skincare autour de cette barrière cutanée. Et donc, c'est vraiment, ils bénéficient de leur légitimité auprès des dermatologues, etc. C'est vraiment une extension très, très naturelle. Après, pour ce qui est du deuxième point d'entrée dans le territoire de la barrière cutanée, on a tout ce qui est pathologie liée à une barrière altérée. Donc ici, ce qui change, c'est vraiment la logique d'entrée. On n'entre plus par la cause, donc comme les UV ou la pollution, et par les conséquences visibles sur la peau.
Parce que quand la barrière cutanée ne fonctionne plus correctement, et ben, ça se voit. Ce dysfonctionnement de la barrière, c'est un facteur sous-jacent majeur dans la dermatite atopique, mais aussi dans l'acné, la rosacée, l'eczérose, donc qui est la sécheresse extrême, et bien sûr les peaux sensibles. Et en réalité, c'est aujourd'hui le point d'entrée le plus utilisé par les marques, notamment à travers le sujet des peaux sensibles, parce que c'est le signal le plus visible, le plus immédiat et celui qui résonne le plus fortement auprès des consos. Donc, dans cette strate, la réparation de la barrière, elle devient plus qu'une simple promesse skincare, elle devient un véritable plateforme dermatologique. Donc ici, on parle de problématiques long terme marquées par des poussées, de l'inconfort et un besoin d'accompagnement continu. Et c'est précisément ce qui rend ce point d'entrée structurellement très fort, mais aussi qui peut être un peu problématique dans notre positionnement et de faire hyper attention à la réglementation et à ne pas avoir des claims qui pourraient être hors champ cosmétique. Parce qu'encore une fois, en cosmétique, notamment, bah, quand on parle de peau à tendance eczémateuse, on a toute notre place en tant que produit cosmétique, notamment entre les poussées, entre les plaques, parce que la peau a besoin d'émollients, de confort, et donc on a toute notre place dans un protocole dermatologique pour aider les personnes qui ont une peau à tendance eczémateuse. Et aussi, bah, cette porte d'entrée-là, elle bénéficie d'une forte dynamique scientifique. Ces dernières années, des milliers d'études ont porté sur la réparation de la barrière, les approches Chica ou encore le lien entre le microbiome et la barrière cutanée. Et parce que c'est stratégiquement puissant, il crée un pont naturel entre cosmétique et dermatologie et plus. Il va favoriser les routines de soins sur le long terme, la récurrence d'achat et renforcer fortement la crédibilité dermato des marques car bah, la réparation de la barrière est aujourd'hui centrale dans la pratique clinique finalement. Donc, une marque qui fait ça très bien, c'est Bioderma. C'est un très bon exemple qui investit le territoire de la barrière cutanée à travers les pathologies liées à une barrière altérée, notamment les peaux sensibles, mais aussi les peaux à tendance atopique, à tendance acnéique, etc., ou encore la sécheresse cutanée. La marque, elle part avant tout de ce que le consommateur voit et ressent sur leur peau, puis construit toute sa démarche scientifique autour de la restauration de la fonction cutanée. Donc, au cœur de cette approche, il y a tout le concept de l'écobiologie qui est en chapeau sur tout Naos, qui est porté par une idée forte, c'est la réparation de la barrière ne consiste pas uniquement à soulager les symptômes, mais à réactiver les mécanismes biologiques naturels de la peau. Donc là, on pourrait aussi s'apparenter à du biomimétisme ici. Et cette vision, elle est soutenue par l'écosystème R&D de Naos, un portefeuille solide de brevets, une forte présence clinique. Et elle se traduit concrètement à travers plusieurs technopropriétaires, notamment son DAF, son DAF, pour améliorer la tolérance cutanée, la skin barrière thérapie pour les peaux à tendance atopique, le lipigénium pour soutenir le renouvellement lipidique, ainsi que des actifs visant à rééquilibrer le microbiome. Donc, ce qui renforce particulièrement ces stratégies, c'est la manière dont Bioderma la communique. La marque, elle s'appuie sur des preuves cliniques dans plusieurs pathologies, des bénéfices mesurables et un outil de transparence qui s'appelle AskNaos, qui explique les ingrédients, les mécanismes d'action et la sécurité des formules. Donc, au final, Bioderma ne parle pas simplement de réparation de la barrière, mais elle se construit une véritable plateforme autour des pathologies chroniques liées à une barrière fragilisée en combinant science, technologie propriétaire et aussi validation clinique. Voilà, donc là, je vous ai mis des petits exemples. Je vois qu'il est 31, c'est la catastrophe. Beaucoup trop de choses à dire. Non, mais on n'est pas à 3 minutes près non plus, hein, Marie. Oui. Et la dernière, celle que vous connaissez, je pense, davantage à travers l'exemple de CRAB. Le dernier point d'entrée qu'on a choisi de partager avec vous, c'est la biologie de la barrière et les actifs. Donc, on change là, ici, complètement d'échelle. On n'entre plus par une cause macro, comme les UV ou une condition visible. On entre vraiment au niveau micro, donc celui de la biologie de la barrière cutanée et les éléments clés qui vont assurer son bon fonctionnement. Donc, parce que quand ces éléments se déséquilibrent, quand ils diminuent, se dégradent, s'organisent moins bien, moins efficacement, et ben la barrière, elle va devenir plus fragile, plus faible. Je n'arrive plus à parler. C'est bon, bah, fin d'heure 30, j'ai shut down. La barrière, elle devient plus fragile et plus perméable. Et c'est quand réapparaissent les problématiques, et c'est là que ces problématiques évoquées plus tôt apparaissent, inflammation, rougeur, inconfort, sensibilité.
Et donc, dans ce point d'entrée, on a choisi un exemple particulier, c'est les céramides. Et plus largement, c'est la reconstitution lipidique. Les céramides, c'est des lipides structurels essentiels qui vont agir comme un véritable ciment donc, entre les cellules à couche cornée, qui vont limiter cette perte insensible en eau et contrôler directement l'intégrité de la barrière cutanée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les céramides sont devenues un véritable référentiel culturel de la santé de la barrière cutanée. Ces 5 dernières années, on a observé une forte augmentation des lancements autour des céramides, des routines centrées sur les lipides et plus largement de la tendance du skincare minimaliste. Moins de produits, mais des ingrédients simples, scientifiques et rassurants. Et cette dynamique, elle répond aussi à un insight consommateur qui est assez clair. C'est des routines simples, une meilleure compréhension des ingrédients et une forte réassurance dermatologique. Et stratégiquement, c'est une opportunité majeure parce qu'on part d'un mécanisme scientifique fort, les lipides, pour construire quelque chose de mass market, finalement, accessible et assez différenciant. Bon, on peut facilement rentrer dans des narratives marketing simplistes à juste voilà, j'appose un mot tendance et un ingrédient tendance, la céramide, mais il y a des choses extrêmement intéressantes à construire. Et donc, CeraVe, que vous devez globalement tous très, très bien connaître, a littéralement construit toute son identité autour d'un pilier central, ces 3 céramides essentielles, les céramides 1, 3 et 6. Je pense que c'est une des marques qui a permis aux céramides d'avoir le vent en poupe. Je ne sais plus c'est quoi l'expression d'ailleurs. Et l'idée, elle est simple. Si les céramides représentent le ciment de la barrière cutanée, alors les remettre au cœur des formules constitue un moyen direct de soutenir l'intégrité de la barrière, de limiter la perte en eau et du coup d'améliorer aussi l'hydratation. Mais ce qui différencie réellement la marque, c'est qu'elle ne se contente pas d'ajouter des céramides, elle va les associer à sa technologie MBE, qui est un système de diffusion prolongée qui va libérer en fait progressivement les céramides, cholestérol, acides gras au fil du temps, pour soutenir continuellement la barrière cutanée tout au long de la journée. Donc ça, c'est chouette. Là, on commence à avoir des éléments différenciants, outre le fait d'avoir des céramides dans sa formule. Et surtout, ce qui renforce fortement leur crédibilité sur ce territoire, c'est le volume important d'études cliniques publiées autour de cette approche. Je crois que c'est sur L'Oréal Group que vous pouvez voir sur chaque marque, il y a les publications scientifiques auxquelles ils ont participé. Et ils font ça sur des panels assez énormes, donc c'est hyper intéressant. Donc, c'est vraiment pas uniquement un discours marketing, c'est ravé. On peut le penser, mais pas du tout. Elle s'appuie donc sur des publis dermato, des résultats mesurables, et sur de l'expertise de dermatologue, à la fois dans le dev des produits et dans la validation de l'efficacité. Donc la strate de CeraVe, elle est particulièrement efficace. Ce n'est pas une innovation dispersée dans toutes les directions, mais une autorité très, très focalisée, un mécanisme simple, répétable et immédiatement reconnaissable et solidement soutenu par des preuves cliniques. Et bon, ce qui fait vraiment, je pense, la force de CeraVe, c'est sa capacité à avoir démocratisé la dermatologie finalement, d'avoir été extrêmement pédagogue. Et ça, on leur doit véritablement ça. Il y a un logo que je voulais vous montrer, c'est le Accepted National Eczema Association, parce qu'on n'a pas forcément ce pendant en Europe. Donc, c'est un label, euh, notamment un label de réassurance pour signifier que le produit peut être appliqué sur les peaux à tendance eczémateuse. Et donc, qui peut le plus, peut le moins, on se dit si ça peut, si c'est OK pour les peaux à tendance eczémateuse, si moi j'ai une peau un peu fragile, bon, c'est que ça peut bien fonctionner chez moi. Voilà. Et donc là, c'était pour faire notre petite pub pour vous dire qu'on n'a pas étudié que ces 3 marques, hein. Il y a plein d'autres marques qu'on a étudiées, et notamment pas que skincare. Là, on s'est concentré sur le skincare, mais aussi, on a aussi le scalp, le hair and scalp, et les eaux thermales. Euh, Parce qu'il y a beaucoup, notamment Aven, qui font partie, et Jonzac aussi. Et ensuite, pour ce qui est des opportunités à aller regarder pour aller un peu plus loin, euh, parce que nous, en fait, quand on travaille un territoire scientifique, on ne va pas se limiter à ce que les marques revendiquent. Il faut aller plus loin et observer l'écosystème global où se trouve le territoire. Parce que quand je dis territoire, c'est un domaine ancré dans de la recherche, de l'innovation. Ça ne passe pas forcément que par les cosmétiques ou les marques cosmétiques, ça passe aussi par d'autres choses, les certifications, la réglementation, les diagnostics et surtout aussi les fournisseurs d'ingrédients. Et parce qu'encore une fois, les fournisseurs sont et doivent être
une véritable source d'inspiration pour les marques. Donc, inspirez-vous de ce que font les fournisseurs d'actifs. Et c'est pourquoi donc nous, dans notre étude, on consacre une section dédiée aux opportunités d'entrée par le biais des fournisseurs. Et on sélectionne même des exemples d'ingrédients dans nos slides pour illustrer plusieurs voies stratégiques. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, très peu de marques relient réellement la barrière cutanée et le microbiome, mais vraiment. Alors que les deux, on l'a dit, hein, sont profondément liés, mais certains fournisseurs ils construisent déjà ce pont en combinant renforcement de la barrière avec le soutien du microbiome. Donc, il y a par exemple le Sérénibiome de Solabia ou Fenzebium de Lubrizol. Et ça peut aider les marques à pénétrer un marché de la barrière cutanée qui peut sembler saturé avec un angle un peu plus solide et différenciant. Et au-delà de l'activité biologique, il y a un autre levier clé sur ce territoire, c'est la texture. Parce que dans les soins de la barrière cutanée, la texture, c'est vraiment, vraiment pas un détail. Et ça, j'adore me dire qu'en cosmétique, la galénique, elle a aussi un véritable intérêt. Il y a des marques qui vont faire l'impasse sur la galénique et c'est OK. Mais c'est chouette aussi de se dire qu'une texture a un vrai bénéfice et qu'on peut aussi se différencier par le travail de galénique. Et c'est souvent la première forme de soin. Le confort, cette sensation cocooning, la réduction des frictions, ça compte vraiment. Et là encore, il y a des fournisseurs comme Gâté Fossé qui ont très très bien compris ça, en développant des ingrédients fonctionnels qui vont dans cette direction, avec des systèmes émollients apaisants comme l'émullium d'Hermolea MB. Et c'est précisément pour ça qu'on accorde autant d'importance aux fournisseurs, parce qu'ils dessinent souvent la carte avant les marques. Et quand on observe ce qui développe, on voit immédiatement où le territoire va s'étendre ensuite. Donc, barrière cutanée et microbiome aussi, mais il y a le cuir chevelu, le soin du corps et d'autres applications transversales qui ouvrent de nouveaux espaces de différenciation. Et surtout, l'innovation des fournisseurs est généralement solidement étayée par les sciences, en publications, données, tests, mécanismes. Donc, il ne s'agit pas forcément de courir après les tendances, mais de suivre la science et de voir où elle débloque les prochaines opportunités d'innovation. Voilà, et donc si vous avez envie d'en connaître davantage concernant nos études, on peut vous aider à naviguer, vous les présenter davantage. C'est des études assez denses, mais qui sont des véritables leviers de compréhension, notamment. Moi, ce que je peux reprocher aux tendances, c'est que souvent elles manquent d'ancrage scientifique. En fait, ça vous aide à ancrer scientifiquement vos tendances et du coup à faire et à essayer de faire qu'elles soient plus durables, mais aussi plus légitimes et vous construire une expertise qui soit pas forcément facilement réplicable par la concurrence. Et encore une fois, de pas d'ancrer une tendance dans quelque chose de tangible et pas juste de paraître opportuniste, mais de trouver les vrais leviers d'innovation que peuvent apporter ces tendances. Voilà, donc je vais passer rapidement. Merci J'ai perdu mon beaucoup, temps Marie. je vous en prie. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui nous a dit CeraVe, un marketing de la science au top. Ouais. Merci Marie, passionnante de t'écouter. Oui, je pense que CeraVe, ça a vraiment révélé quelque chose et ça a vraiment ouais, vulgarisé la science, je pense aussi. Participer à ça et ils font beaucoup d'éducation. Il y a beaucoup de skinfluenceurs, de dermfluenceurs, etc. Donc je pense que par rapport à l'influence qu'ils font beaucoup aussi, et même, je dirais, par rapport aussi au corps médical qui est très prescripteur, parce que d'un point de vue très personnel, moi, mon père est médecin et il est très visité par, par CeraVe. Et du coup, oui, je pense que tout le travail qu'ils font autour en 360 participe aussi bah, à la vulgarisation de cette science. Ouais. Donc voilà. Donc comme disait Marie, si vous avez des besoins, si vous avez des questions dans votre entreprise, n'hésitez pas à aller la contacter, elle ou son équipe. Pour parce que voilà, il y a d'autres études qui sont disponibles. On a vu, tu disais qu'il y en a une à venir sur, enfin finalement c'est le R et le scale La qui sont plus tard. neuroscience. Oui, C'est la voilà. neuro... On a en dispo, on a microbiome, le cellular aging, où on intègre la longévité là-dedans pour la rendre un peu plus puissante, plus concrète, plus différenciante. On a la skin barrière, on a l'exposome aussi, qui est Mhm. un grand sujet. Et là, on va avoir la neuroscience. Vous voulez faire sur le RLSCAP, mais en fait, moi, la neuroscience, il y a plein de sujets sur la neuroscience aujourd'hui qui me passionnent et j'aimerais bien aller regarder. Et après, on peut parler aussi des brasseurs de savoir, parce que pour la communauté Oui, YPB, c'est vrai. c'est chouette. Et on a le prochain le 17 juin. Ok, donc on note 17 juin. Merci. Donc pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux présenter rapidement?
Ouais, les brasseurs de savoir, donc c'est des événements de vulgarisation scientifique. On vous invite dans un bar à boire une pinte, pinte de vin, de soft, de bière, comme vous voulez. Moi aussi, je bois ma pinte, je préviens. Et dans un cadre très accessible, Redis, c'est quoi le slogan? les brasseurs de Ve- savoir. Mais non, mais Ah, venez avec une peintre, repartez avec le savoir, c'est un truc comme ça, non? exactement, exactement, bravo. Putain, on a bien trouvé la tagline, du coup, si tu t'en souviens. Euh, Prenez une pinte et repartez avec le savoir. Et en fait, on va prendre des sujets scientifiques qui, euh, qui sont souvent discutés en cosmétique, que vous, potentiellement, quand vous travaillez en cosmétique, c'est des sujets que vous voyez régulièrement ou des sujets de tendance. Et c'est pour reprendre les fondements scientifiques, pour vous armer à comprendre cette science et à vous donner des pistes pour vous différencier, travailler dans le bon sens cette science, aussi vous apprendre à aimer cette science, à vous cultiver, à vous l'approprier, parce que c'est hyper chouette de comprendre ce sur quoi on travaille finalement. Et on l'ancre toujours dans du marché, dans des exemples concrets, pour que ce soit aussi plus retenable. Parce que ça peut toujours paraître assez abstrait la science, mais on vous donne des exemples concrets, un atterrissage marché. Et là, le prochain, on va le faire sur les tests. Là, j'ai commencé un peu à le faire, mais c'est quoi les panels de tests qui existent? Pourquoi on fait des tests? C'est quoi un claim? Et comment on innove aussi à travers les tests? Et va venir Oxyproteomics, qui est un CRO qui fait des tests in vitro ex vivo sur explants de peau. Donc, ils vont vous expliquer comment ils travaillent. Enfin, c'est hyper chouette. Je bosse avec eux, avec un client. C'est des puits de science, d'innovation. Je trouve ça très chouette. Et après, Ok. il y a une startup qui s'appelle Younger Labs qui va venir et qui a développé une solution IA autour de la transcriptomique. Donc, encore un autre niveau. Oxyproteomics, ils font pas forcément de transcriptomique, il me semble, et plutôt de la protéomique, mais là en plus qui intègre de l'IA pour avoir notamment des solutions plus réplicables, à moindre coût, quand on l'intègre, quand on est une grande société, par Ok. exemple L'Oréal. Donc tout ce qui est test, test clinique, test conso, tu vas parler un peu des différences, c'est ça? Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on va récupérer sur l'auto-éval? Parce que, en fait, je me suis rendu compte, notamment en discutant avec ma community manager qui s'occupe de nos réseaux sociaux, qui travaille en cosmétique. Quand je lui explique, du coup, j'aime bien lui expliquer, enfin, il y a des sujets qu'on explore pour notre réseau social ou même des choses qu'on fait. Enfin, même, elle va me demander, ah, bah ça, j'ai vu ce claim, c'est quoi? Et quand je lui explique les tests, elle fait, mais non, mais je savais pas que c'était fait comme Ouais, ça. non, c'est clair. Et voilà, je trouvais Nous, que on s'en c'était est rendu compte intéressant. même aussi des fois dans les équipes marketing, entre auto-éval, Bah oui. entre scoring expert, etc. Il y a des différences et des fois, c'est pas forcément clair pour les équipes marketing non plus. Donc, Donc, si c'est pas clair pour les équipes marketing, ça l'est encore moins pour le oui, conso. c'est En ça. fait, c'est ça le truc, c'est que nous, on essaye d'apporter de plus en plus de culture et d'insights de base pour vous permettre d'élever le discours, etc. Et pour potentiellement aussi, parce qu'il y a aussi du grand public qui vient au Brasseur de Savoir. D'accord. Et nous, notre idéal de vie serait faire des grands brasseurs de savoir partout dans la France pour éduquer le conso sur cette science, parce que vous me dites à chaque fois, mais Marie, ça coûte trop cher d'éduquer le conso. Ben, je le Mhm. ferai à votre place. Ah, avec Capucine, tu as une question sur les tests, il faudra venir au brasseur du savoir, voilà. Ouais, les auto-évaluations, rien de médical. Enfin, Ouais, ouais, je non, me suis bien noté les brasseurs du savoir. ouais, c'est de l'autodéclaratif. C'est de l'auto. En Bah fait, oui. de toute façon, je vais sortir. Il n'y a rien de médical en cosmétique. Mm. C'est plus, est-ce que ça correspond à quelque chose d'objectif ou non objectif? Voilà, et c'est non objectif parce que c'est subjectif aux volontaires qui testent. Après, tu peux avoir des panels plus ou moins éduqués à évaluer un produit. Mais Euh, du, mais du coup, est-ce que les... Parce qu'en fait, en termes de tests, il y a quand même des régulations. euh, pour tout ce qui est wording, je pense à typiquement les mots enfin, le mot imperfection qu'on doit utiliser, non pas hum, acné, si jamais on ne fait pas les tests, etc. Mais hum. donc, même le mot imperfection, on peut quand même l'utiliser si on fait un test d'auto-évaluation. Bah, en fait, encore une fois, c'est ton faisceau d'éléments. Si en autodéclaratif, les femmes, tu as 90% des femmes qui ont vu une diminution de leurs imperfections, c'est un élément qui te permet de dire que tu agis sur les imperfections. Après, ça dépend de ton 360.
Ouais. Le mieux, c'est en fait, plus ton discours va être fort, plus ton claim va être fort, plus tu vas vouloir faire des tests pour soutenir ce claim. Donc là, il faudrait faire du scorage, il faudrait faire des mesures. Parce que notamment sur des questions, plus c'est touchy, plus c'est fort, plus ça a un impact sur ton conso, plus tu dois soutenir à travers des études cliniques. Ok, très clair. Voilà. Merci. Merci. Donc, on va devoir clore parce que là, on a un petit peu dépassé quand même. Ouais. Désolée. Juste, on avait une question, Marie. Est-ce que tu serais d'accord de partager cette presse ou pas? On a des gens qui nous ont demandé, enfin, pour les gens qui étaient là, en tous les cas, nous, Oui, on a la liste des gens qui étaient inscrits. oui, Donc, on va partager aux gens inscrits uniquement. oui. S'il faut un petit post LinkedIn pour dire à quel point c'était super. Je monétise. Bien sûr, bien Non, non, mais de sûr. toute façon, nous, on a la liste, donc on va envoyer uniquement le replay. Par contre, on le mettra accessible parce que c'est toujours ce qu'on fait. Mais par contre, le deck, on le donnera uniquement aux personnes inscrites. Ouais, trop bien. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous. Donc, pour ceux qui veulent avoir encore du contenu scientifique, on a noté rendez-vous le 17 juin. Et je pense que Marie, tu communiqueras toutes les informations sur ton LinkedIn. Je crois qu'on commence la campagne demain. Donc j'ai Voilà. un post, je crois, qui est prévu demain. Eh ben, c'est parfait. Donc, comme ça, Voilà. rendez-vous demain sur les réseaux de Marie et du La cabinet. dernière fois, on a sold out en 24 heures. Je suis Moi, impressionnée. j'y étais à celui de Biotherm, c'était incroyable. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on était super rapide parce qu'en plus, tu nous l'as annoncé Oui, pendant l'event avec YPB. Et il y a beaucoup de gens qui étaient à l'event YPB qui ont pris leur billet d'ailleurs ce oui, soir-là. tout à fait. Tout à fait. Eh ben, merci à tous. Bonne soirée. C'était super Profitez chouette. bien de ces chaleurs estivales et de ce beau temps. Et bah, Marie, on se revoit le 17 alors. Avec plaisir. Merci beaucoup pour votre temps à tous. Merci beaucoup, Marie. Merci.